Depuis son entrée à l'école, ma fille est victime d'intimidation. Elle ne cadre pas dans le moule. L'autre jour, à la récréation, j'étais là, derrière la clôture. Les enfants se mettaient en cercle pour jouer. Celle qui devait donner la main à mon enfant a lancé un gros yark. Bien senti. J'ai vu une fillette arracher violemment les fleurs sur notre terrain. Elle les jetait au sol en maudissant ma fille. Un enfant stigmatisé bâtit son monde intérieur différemment. Depuis la maternelle, on nous a répété à son père et à moi que notre fille n'était pas fixée dans l'univers. Puis, on a suspecté le fameux TDAH. Quelques questions à remplir dans le bureau du médecin et le diagnostic est tombé. Trouble du déficit de l'attention. Si l'adulte jouait sur des valeurs d'intégrité, de compassion, de rigueur, de cohérence d'intervention, la plupart des comportements qu'on reproche à nos enfants actuellement, qu'on peut cataloguer de TDAH ou d'intimidation ou toute autre étiquette qu'on peut leur coller sur le front, disparaîtraient de par eux-mêmes. Donc l'enfant qui est intimidé pourrait avoir un faux diagnostic de TDAH puisque l'anxiété que l'intimidation lui fait vivre l'amène à avoir plutôt ses pensées anxieuses dans sa tête. Ok, ça va trop vite. Besoin de remettre les choses en perspective. Au départ, ça devait être un documentaire sur l'intimidation. Je voulais comprendre, trouver des pistes de solutions. Mais j'étais loin de me douter de ce que j'allais découvrir. En l'occurrence, que la hausse des diagnostics du trouble du déficit de l'attention était liée au problème de l'intimidation en milieu scolaire au Québec. J'ai d'abord voulu définir qu'est-ce que l'intimidation. Je suis allée rencontrer Kim Kernduff, psychoéducatrice. On a identifié 4 critères pour déterminer quand c'est de l'intimidation. Donc, il y a le gain, l'agression, la justification et l'impact sur la victime. Donc, si je recommence, donc quand une personne veut intimider l'autre, premièrement, il veut quelque chose. Il veut un gain, il veut gagner sur l'autre, puis quasiment à tout prix. Donc, un objectif, c'est d'obtenir quelque chose. Que ce soit son lunch, son iPad, ou ça peut être aussi qu'il veut du prestige social, il veut être reconnu comme étant le petit tough, le petit bouffon, c'est comme le monde va le regarder, puis donc il veut être plus haut que l'autre. Okay. Donc, c'est ça le gain recherché. Ensuite de ça, il y a l'agression. Donc, c'est pas juste qu'on jase, c'est que je vais utiliser quelque chose pour atteindre mon but et je vais t'agresser pour l'obtenir. Donc, ça veut dire soit que je vais te dire quelque chose de déplaisant, donc ça peut être une agression verbale, ça peut être de l'intimidation, ça peut être juste un regard, ça peut être une façon d'être, ça peut être de l'agression physique, de pousser, etc., tout ce qu'on peut penser là-dedans, ou juste une attitude, comme du coup, on est dégoûté de l'autre, en tout cas, donc ça fait comme un peu de supériorité, puis c'est une agression, qu'importe la forme, là, il y a vraiment une agression. Ensuite de ça, tout de suite après l'agression, ou quand il est questionné, c'est que l'agresseur va se justifier.
Ça aussi, c'est bien important parce que c'est ça qui fait que ça brouille les cartes. Il va justifier, soit il va minimiser en disant ben voyons, c'était juste une joke, c'est pas grave, franchement, t'exagères. Ou il va dire ben c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis hyperactif, je suis trop énervé, bon, donc tu sais, circonstances particulières, j'ai quelque chose qui fait que j'ai pas pu m'empêcher. Ou il va responsabiliser l'autre, t'as fait quelque chose, t'aurais pas fait ça, je t'aurais pas poussé, tu m'as mis à bout. Donc, tu sais, il assumera pas la responsabilité, il va vraiment responsabiliser les autres. Fait que donc, différentes affaires, t'es gros, tu pues, n'importe quoi. Okay? Fait que donc, il va justifier. Et le quatrième critère, ben, c'est que ça a un impact sur la victime. Donc, la personne qui reçoit tout ça, victimise, est affectée, va se soumettre. Donc, vraiment, le jeu de pouvoir qui a été utilisé, l'intimidation a fonctionné. Le premier bilan sur la violence dans les établissements d'enseignement au Québec a été réalisé par la titulaire de recherche Claire Beaumont et son équipe. Cette récente étude révèle que 83% des enseignants du secondaire n'ont reçu aucune formation pour contrer la violence et l'intimidation, contre 80% au primaire. Le projet de loi 56 pour contrer l'intimidation et la violence à l'école a été adopté par l'Assemblée nationale le 12 juin 2012. Il s'agit d'un projet de loi contesté qui semble ne pas toujours répondre aux attentes du personnel éducateur. Toutes les écoles, tous les intervenants qui sont responsables finalement du plan de lutte. Je suis un des responsables de l'école des vitrailles du plan de lutte. C'est sûr qu'on a eu une formation, comment remplir la paperasse. Qu'est-ce que les objectifs, qu'est-ce que notre protocole doit contenir, comment on doit finalement intervenir auprès des jeunes qui subissent ou qui font l'intimidation. C'est évident si on parle de ressources humaines. C'est évident que les ressources humaines dans une école, il n'y a pas eu plus de ressources humaines. C'est sûr et certain que si dans une école, il y a un intervenant qui, une fois par semaine, mais il ne doublera pas son temps pour s'occuper de l'intimidation. Le projet de loi 56 propose des sanctions pécuniaires aux écoles qui ne respectent pas son plan d'intervention, en plus d'imposer une lourdeur bureaucratique. Est-ce vraiment ce dont on a besoin? J'ai voulu savoir si le problème de l'intimidation était comparable dans notre système d'éducation privée. Je suis allée rencontrer Maxime Tellier, éducateur spécialisé au Centre pédagogique Lucien Guilbeault à Montréal. Non, je ne crois pas qu'il y a plus d'intimidation au public qu'au privé. Moi je suis ici au privé, j'en vois là énormément. C'est sûr que ça se passe dans les corridors, même dans la classe. Des fois, même on minimise les gestes, puis finalement on réalise là, que c'est de l'intimidation. Dans le fond, c'est des fois au privé, on a peur de n'en parler parce qu'il faut avoir une image. Donc, c'est sûr que des fois, on essaie de cacher ça à l'interne. Des fois, ils ne sont pas assez outillés dans le privé, il manque d'intervenants. Je suis allée rencontrer des jeunes pour savoir comment ils percevaient les expériences de victimisation et le soutien qui leur est apporté. Donc, on crée des groupes qui vont aller chercher des jeunes qui ont été soit victimes de violence, des jeunes qui ont été témoins de violence, des jeunes qui sont eux-mêmes des auteurs d'actes de violence. Puis on essaie de travailler sur l'estime de soi avec ces jeunes-là. On essaie de travailler aussi l'empathie pour que les jeunes puissent prendre conscience de c'est quoi être un intimidateur, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, qu'est-ce que tu vis que les gens ne peuvent pas comprendre, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer, puis aussi la réalité des intimidés face à ce qu'ils ressentent, face à ce qu'ils vivent, puis où que ça devient un défi dans leur vie. Oh mon Dieu, il y a plusieurs raisons en fait. Pression sociale. J'avais écouté souvent au secondaire, j'aime mieux chasser qu'être chassé. Parce que beaucoup de jeunes voient, moi personnellement, je voyais l'école, le secondaire comme une jungle. Ce qui me poussait à intimider, c'est que je voulais pas l'être. Tu te rends pas compte sur le moment que tu fais de l'intimidation. La différence. Je pense que tout être humain repère la différence. Puis quand on est capable d'affaiblir quelqu'un avec sa différence, ben on va piquer dessus. Des fois, c'est juste pour comme gagner un statut, genre pour être plus populaire que les autres.
Pas vraiment, parce que on n'en parlait pas, parce qu'on avait la pression sociale. 2, selon nos cultures, je suis hispanophone, c'est assez normal, tu te débrouilles avec ce que tu fais, c'est la réputation. Et aussi, l'école n'était pas très consciente du problème. Elle-même était dans la même situation que nous, tu savais pas vraiment comment dealer ça. Tu peux pas lancer ça sur l'école. 1, tu veux pas en parler. 2, ils savent pas vraiment comment t'aider. Puis 3, t'as la pression sociale, ton image, l'image des autres. Fait que j'ai demandé de l'aide, c'est le seul moment où que j'ai fait preuve que j'ai demandé de l'aide, ça n'a pas eu de résultat. Sinon, comme je disais, mon prof était du côté des intimidateurs. Alors, ben, c'est clair que j'ai pas eu d'aide pour ça. Les professeurs, oui, mais vraiment pas comme la directrice. On dirait que l'administration, ils ont plus poussé le problème plus qu'essayer de le régler. Mais les professeurs ont été vraiment comme là pour moi. Oui, selon moi, oui. Il y a beaucoup de télé-réalités qui sont abrutissantes. Parce que tu vois, il y a un jeu de stratégie qui se fait, que telle personne s'unisse pour telle personne, pour mettre quelqu'un marginaux, puis qu'il arrive les votations, que tu le votes dehors, puis que le monde voit glorifier ça un peu. Là. Non, intimider, c'est pas un jeu de stratégie, c'est pas quelque chose qui va te valoriser, en fin de compte, tu vas te faire mal. Mais les jeunes ne réalisent pas ça. Déjà là que c'est quelque chose que t'es pas très conscient quand tu le fais. De plus, qu'ils ont beaucoup de choses abrutissants, ils le valorisent. T'es trop grosse, tu peux pas être acceptée. Oh, tu fais pas une telle bonne pause, tu peux pas être, tu te fais éliminer. T'as pas un visage assez polyvalent, tu te fais éliminer. Tu sais, je trouve que dans la société, on classe les gens, puis c'est comme ça qu'on élimine les gens. Ça aide pas vraiment, mais aussi ça va dépendre des parents, puis comme l'environnement que la personne a été élevée. Je me suis ensuite demandé si les jeunes étaient proactifs lorsqu'ils étaient confrontés à une situation d'intimidation. On a donc demandé à 3 comédiennes de simuler des expériences de victimisation dans un lieu fortement fréquenté par les jeunes. On s'est rendu au skatepark Le Taz, à Montréal. Les animateurs du Taz étaient bien sûr au courant de l'expérience. Ceux-ci ont été surpris de l'indifférence des jeunes, tout comme nos jeunes comédiennes. On a ensuite questionné des adultes au sujet de l'intimidation. Guillaume Picard, coach académique, et Sylvain Ménard, journaliste, ont donc répondu au même questionnaire que les jeunes. Pour moi, le problème de l'intimidation, il est lié au plus grand problème de l'être humain. Pour moi, c'est l'acceptation, se donner l'amour à soi-même. Puis cette difficulté-là, on la pallie en allant le chercher chez les autres. Malgré toutes les recherches puis les publicités que l'on va faire sur la question, il va toujours rester une chose, l'être humain, c'est un animal. Puis un animal, de robot y envoyer tous les messages, ça va toujours réagir comme un animal. Ils vont se tenir en meute, ils vont généralement attaquer le plus faible ou l'exclure, ils vont glorifier le plus fort ou la plus forte. Mais l'être humain, ça demeurera un animal, de robot faire toutes les campagnes de publicité pour le convaincre du contraire. Un humain, c'est un humain. On est responsable des comportements de nos jeunes, pas dans le sens où il faut, puis c'est là, je pense souvent, dans les écoles, on essaie beaucoup, il y a beaucoup de coercition, on essaie de contrôler comment les enfants vont réagir, comment, c'est ça, il faut le faire, ça, il faut pas le faire, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Pour moi, c'est vraiment inutile, ça. Ça s'est déjà vu que des profs encouragent une forme d'intimidation envers un individu en particulier. Les profs sont des êtres humains et ils ont aussi des pulsions positives ou négatives envers qui que ce soit dans leur groupe, même s'il y en a une trentaine, ils les aiment pas tous égaux, c'est pas vrai. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Sauf qu'en même temps, les profs ont tellement de difficultés on les assiste tellement peu dans l'exercice de leurs fonctions,
si à un moment donné, plutôt que de se contenter de passer du savoir et des connaissances, sont aussi obligés de faire la régie des émotions à l'interne, c'est certain que ces profs-là sont rapidement dépassés. Oui, ça l'amplifie. Mais il faut pas penser que c'est la source. C'est ça le problème. On est tous des modèles, tu sais. Puis ça veut pas dire que parce qu'on écoute un film violent qu'on va devenir violent. Pour moi, je pense que le débat s'enlise un peu quand on parle comme ça. Parce qu'on est tellement enseveli de marques et de branding et de tendances. On a juste à voir dans les journaux. Tous les journaux ont une section tendance. Les émissions d'opinion ont toujours un segment tendance. Bien important les tendances. Hein? Ça fait qu'avec une tendance, tu peux séparer le monde en deux. Ceux qui en font partie et ceux qui en sont exclus. Isabelle Ouellette-Morin a étudié la réponse physiologique au stress dans un contexte de victimisation durant un post-doctorat effectué à l'Institut de psychiatrie de Londres. Je suis allée la rencontrer. Vous vous intéressez actuellement aux répercussions de l'intimidation sur la santé mentale. Est-ce que l'intimidation peut altérer le développement physique et psychologique d'un enfant? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées depuis des dizaines d'années qui montrent sans aucun doute que certaines expériences de victimisation peuvent avoir un effet sur le développement à court terme, à moyen terme et à long terme des enfants et des adultes en devenir. Pour les conséquences négatives, les difficultés vécues en réponse à l'intimidation, c'est qu'elles sont nombreuses. Un enfant à court terme peut développer certaines difficultés physiques comme des maux de ventre, de l'anxiété, de l'insomnie, faire des cauchemars, avoir une difficulté à maintenir une motivation à aller à l'école. Et pour certains autres enfants, ça va s'exprimer aussi en certains problèmes de comportement, donc des difficultés d'inhibition, des problèmes d'agressivité, soit en réponse à l'intimidation qu'ils perçoivent et qu'ils vivent, ou parfois en retournant cette agression qu'ils subissent envers un autre enfant. En général, on décrit 3 groupes principaux, les victimes, les intimidateurs et les victimes intimidateurs. Donc, et le groupe qui semble être le plus à risque pour les problèmes les difficultés à court, à moyen et à long terme que je vous décrivais, ce sont les victimes intimidateurs. Donc, ce sont eux qui ont le plus de conséquences au plan académique, santé psychologique, santé physique et intégration sociale. Dans le cadre de vos recherches, vous avez suivi 28 paires de jumeaux identiques en fonction de leurs expériences d'intimidation. Quels sont les résultats de cette recherche? C'est une recherche qui a été faite en collaboration avec un groupe de recherche de l'Angleterre. Plusieurs chercheurs, Louise Arsenault, Temi Moffitt, Hajwellam Kaspi et bien d'autres, et qui ont suivi non pas seulement 28 paires de jumeaux, mais bien un peu plus de 1000 paires de jumeaux. Et de ces 1000 paires de jumeaux, il y en a évidemment, comme tout jumeau, des jumeaux identiques et des jumeaux fraternels, et de toutes ces paires de jumeaux-là, on a été sélectionné 28 paires de jumeaux identiques, donc qui partagent à peu près le même matériel, le même bagage génétique, qui ont grandi dans la même famille, mais dont l'un des jumeaux a été victime d'intimidation par les pères, alors que l'autre ne l'a pas été. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un très petit nombre de paires de jumeaux considérant l'échantillon de départ. C'est très simple ce qu'on fait, on leur invite à faire un exposé oral devant une caméra, devant des juges, et on dit qu'on analyse leur comportement, qu'on analyse le contenu de ce qu'ils vont nous dire, et ensuite on fait un test d'arithmétique. Donc, avec une pression du temps et toujours sous l'évaluation de juges. Donc, ce qui accroît la perception de stress dans la situation. Donc, lorsque les enfants et les adultes sont exposés à cette situation-là, typiquement, on observe une augmentation de l'hormone de stress qui apparaît au fur et à mesure. Et on peut la mesurer. Dans ce cas-ci, on l'a mesurée à partir de la salive.
Donc, qu'est-ce qu'on a noté pour ces enfants-là? C'est que tout d'abord, les jumeaux identiques qui n'avaient pas été victimisés, on a observé une augmentation graduelle de leur hormone de stress dans le temps. Donc, une réactivité tout à fait typique de ce qu'on s'attend chez les enfants comme chez les adultes. Par contre, ce qui a été étonnant, c'est que lorsqu'on a fait ces mêmes mesures-là sur les enfants, sur leurs co-jumeaux qui avaient, eux, été intimidés, c'est qu'on s'est aperçu que eux, leur corps ne répondait plus au stress. Donc, d'une certaine façon, l'hormone de stress qu'on arrivait à mesurer auprès de leurs co-jumeaux, pour eux, il n'y avait aucune augmentation. En faisant des recherches sur l'hormone de stress, j'ai découvert que les enfants TDAH ont eux aussi des irrégularités avec le cortisol, une hormone qui est aussi responsable de l'assimilation des glucides. Les enfants intimidés sont aussi susceptibles de souffrir de troubles digestifs comme l'hypoglycémie, une réponse qui provoque des symptômes semblables à ceux du TDAH. J'ai commencé à me demander si l'étiquette TDAH de ma fille pouvait cacher quelque chose. J'ai voulu connaître l'avis d'un neurologue sur la question. Je suis allée rencontrer Benoît à Marangeau. Est-ce que les médecins disposent des bons outils pour diagnostiquer le TDAH chez les enfants? De plus en plus, les médecins vont eux-mêmes avouer que, en termes d'outils, ils se sentent de plus en plus limités. Ils disposent en fait de toutes leurs connaissances et leurs compétences pour faire une bonne entrevue avec les parents sur l'histoire du jeune. Ils disposent également de questionnaires qu'ils peuvent faire passer aux parents ou aux professeurs où on a une liste de symptômes. Mais au bout de ça, quand on a la liste de symptômes, on ne sait pas nécessairement à quoi sont attribuables ces symptômes-là de TDAH chez l'enfant. Et là, les médecins n'ont pas les outils pour aller évaluer comme tel l'attention de l'enfant, directement avec l'enfant. C'est là que nous, les neuropsychologues, on entre en jeu et de plus en plus, on fait appel à notre expertise pour ça. Donc, c'est d'aller chercher là, une évaluation complète des fonctions cognitives, donc les fonctions du cerveau, et les fonctions aussi émotives, qu'on pourrait appeler, de l'enfant, pour avoir un profil complet. Et pas juste de l'attention, on veut aussi pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire d'évaluer l'attention, mais aussi les autres aspects pour voir si les symptômes, par exemple, qu'on a ne seraient pas plutôt attribuables à une autre problématique qu'un déficit d'attention. Donc, est-ce que la liste de symptômes des médecins s'avère être trop inclusive au niveau des symptômes? C'est que ces symptômes-là, en fait, peuvent être présents dans le TDAH, oui, c'est ce qu'on veut mesurer, mais peuvent aussi être présents chez un enfant qui a autre chose qu'un TDAH. Alors, par exemple, un enfant qui vivrait beaucoup d'anxiété pourrait être un enfant qui a constamment la tête à penser à des inquiétudes, et alors qu'il devrait être à l'écoute du professeur en classe, il va plutôt être en train de rouler ses inquiétudes dans sa tête. Donc l'anxiété, ça peut être lié à divers facteurs, à divers problèmes sous-jacents. Tout à fait. Plusieurs choses peuvent créer l'anxiété et l'anxiété peut mimer un déficit de l'attention. Est-ce qu'un enfant TDAH pourrait avoir tendance à être mis à part par ses pairs à cause de sa différence, justement? Tout à fait. Les recherches démontrent assez bien que toute différence augmente le risque qu'un enfant soit mis à part ou intimidé à l'école. Alors, on parle d'une différence autant physique, sur le plan physique, qu'une différence au plan du comportement ou de la capacité d'apprentissage à l'école. Toutes ces différences-là augmentent le risque qu'un enfant soit intimidé. Et quelles sont les conséquences physiques et psychologiques liées aux expériences de victimisation? Écoutez, c'est assez marqué. Les recherches montrent que dans le cerveau, le fait d'être intimidé ou rejeté par ses pairs, dans le cerveau, ça active les mêmes réseaux neuronaux de douleur que la douleur physique. Donc, c'est une douleur réelle qui est ressentie, qui active les mêmes zones du cerveau. Une douleur réelle qui est ressentie
La douleur physique, elle s'en va. La douleur psychologique comme celle-là peut rester pendant des années et être revécue plusieurs années plus tard. Donc, elle marque beaucoup plus longtemps cette douleur-là. Ça nous fait des jeunes qui sont beaucoup plus susceptibles à des difficultés psychologiques de type anxiété. On pense principalement à l'anxiété sociale, même à la phobie scolaire, la peur d'aller à l'école. Des jeunes qui sont plus susceptibles à la tristesse, dépression, alors des jeunes qu'on va décrire comme ayant une moins bonne estime de soi, qui perdent l'intérêt dans ce qu'ils aimaient auparavant, qui peuvent avoir des pertes d'appétit, des difficultés de sommeil le soir, tout ce volet dépressif pouvant aller jusqu'aux pensées suicidaires et éventuellement au passage à l'acte dans les cas les plus graves. Est-ce qu'on a tendance à mettre tous les problèmes de comportement des enfants dans le même panier? Par exemple, si on regarde les symptômes du TDAH versus les conséquences physiques et psychologiques de l'intimidation, est-ce qu'on pourrait se méprendre à ce niveau-là? Ouais, je dirais que le TDAH a le dos large ces temps-ci. C'est un diagnostic qui est relativement à la mode, qui est relativement populaire et qui est dont les symptômes se regroupent dans plusieurs autres choses aussi. Alors c'est assez facile de prendre quelques symptômes et de se méprendre pour un diagnostic de déficit de l'attention, hyperactivité. Alors je pense que souvent en fait ce diagnostic-là vient rapidement et peut-être avec un manque de considération de l'ensemble des symptômes et de l'ensemble du profil de vie du jeune pour arriver au bon diagnostic. Les conséquences physiques et psychologiques liées aux expériences de victimisation sont donc très similaires aux symptômes du TDAH. Il est donc facile de s'y méprendre. Ce sont souvent les enseignants qui tirent la sonnette d'alarme dans le dépistage du TDAH. Si les médecins ne disposent pas des outils nécessaires afin d'établir un tel diagnostic, qu'en est-il des enseignants? Afin de mieux comprendre l'impact du TDAH chez les enfants, je suis allée rencontrer Marie-Michelle Lemaire, directrice de la clinique multidisciplinaire TDAH. Ce qui va arriver, c'est que les gens ils nous appellent pour une première rencontre et là, ils vont dire « j'ai de la difficulté à me concentrer ». Par contre, une fois qu'ils sont rentrés dans la clinique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont un déficit de l'attention. Parce qu'il peut y avoir plein de symptômes qui pourraient ressembler au déficit de l'attention et qui n'est peut-être pas le déficit de l'attention. Là. On n'est pas pro-médicaments ni pro-produits naturels, on est pro que ça fonctionne bien. Alors, on accueille les gens au moment où ils sont rendus dans leur vie. Que ce soit la personne, ça peut être le conjoint, la conjointe. On rencontre ici des grands-parents. Ça peut être le frère, la sœur. Ça peut être papa, maman qui viennent chercher de l'aide pour leurs enfants. Tout ça, ça fait une grande différence parce qu'on est un petit peu comme un milieu de vie. Est-ce qu'un enfant TDAH peut être mis à part par ses pairs à cause de sa différence? Oui. Et ça, en fait, on dit toujours que tout ce qu'on connaît pas peut faire peur. Alors, c'est pas écrit dans le front de personne « j'ai un déficit de l'attention ». Vous savez, si, admettons, après l'entrevue avec vous, on va manger, je sais pas, peu importe le restaurant, et qu'on arrive dans un restaurant et il y a un papa et une maman avec un enfant qui a une trisomie 21, qui a quelque chose d'apparent, et ça n'enlève rien aux gens qui ont ces problématiques-là. On va tous se dire ensemble « Mon Dieu, j'espère que cette famille-là, ils ont de l'aide ». Pour aider l'enfant, pour être du répit pour le parent et tout ça. Parce que c'est quelque chose qui est visuel. Par contre, si on regarde dans l'autre coin du restaurant, puis qu'on voit un papa et une maman qui ont un enfant, qui crie, qui saute, qui garoche du popcorn et compagnie, on va tous se dire, en tout cas, si c'était le mien, il serait pas ici avec nous autres. On va aller à l'épicerie, on va voir un enfant qui grimpe quasiment dans les étagères, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure d'emmener un enfant comme ça. Fait que tout ce qu'on connaît pas peut faire peur. Alors, un enfant qui a un déficit de l'attention, qui se retrouve en milieu scolaire, qui a un diagnostic ou pas, ça peut faire peur aux autres parce que c'est méconnu. Et très souvent, les profs, il y a des excellents profs, mais les profs, ils sont là pour enseigner. Ils sont pas là nécessairement pour faire du comportement. C'est sûr qu'un enfant qui a pas d'hyperactivité, puis qui est assis, puis il fait ses petites affaires, arrivé au temps de remettre les bulletins, le prof va dire aux parents, on en voudrait toute une comme ça dans notre classe. Mais le petit coco, pour qui c'est super difficile que le prof passe son temps, et c'est pas pour mal faire, dire « You, reviens avec nous, là, you, c'est le temps, là, tu nous écoutes-tu? » Ben, à un moment donné, ça a un impact sur la vision des autres aussi, sur cet enfant-là. J'ai ensuite rencontré des jeunes TDAH ayant vécu des expériences de victimisation afin de savoir s'ils ont reçu un soutien adéquat.
Est-ce que tu aimes ça, venir à la clinique TDAH? Oui, Pourquoi? parce que je peux jouer ici. Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation? Oui, Est-ce que tu es allé chercher l'aide d'un adulte? non. Pourquoi tu as choisi de ne pas aller demander l'aide d'un adulte? J'ai demandé à un amitié à place. T'as demandé à qui? Lucas, À ton ami? Et puis, est-ce qu'il t'a aidé? oui. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait pour t'aider, Il Lucas? est allé dire à un adulte. OK. Puis après, est-ce que cet adulte-là t'a aidé? Oui, Est-ce que les autres te font parfois sentir différent à cause de ton TDAH? oui. Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font pour te faire sentir différent? Les menaces. Des menaces comme quoi? Tu m'achètes un Lego, je te donne plus le coup. Est-ce que tu aimes venir à la clinique TDAH? J'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est un beau mode de vie, puis on peut venir quand on veut, puis aider, puis... Ouais, j'aime ça. Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation? Oui, souvent. Quelle forme d'intimidation tu as vécu? Physique et par la parole aussi. Est-ce que tu es allé chercher l'aide d'un adulte à ce moment-là? Au primaire, non. Mais au secondaire, ça a commencé, j'ai reçu de l'aide seulement en secondaire 3. Puis j'ai reçu de l'aide, mais pas la bonne aide non plus. T'as pas reçu l'aide que tu souhaitais? Non, c'est ça, ils m'ont pas aidé du tout. Ça a pris mes parents et une nouvelle direction pour que ça change à l'école. Est-ce que durant ton parcours scolaire, tu as senti que les autres, parfois, te faisaient sentir différente à cause de ton TDAH? Pas nécessairement mon TDAH, parce que j'avais sous le poids, ils m'insultaient, ils me menacent. TDA, je l'ai découvert seulement cette année, donc c'était pas vraiment trop lié. Mais vu que je parle très vite, donc mes mots des fois sortent pas comme il faut, puis souvent on me le reprochait tout ça, puis ouais, c'est vraiment les deux que j'ai vécu. Est-ce que tu aimes venir à la clinique TDAH? Oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut recevoir beaucoup d'aide, puis il y a vraiment une multitude de services, puis c'est accessible à tout le monde. Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation? Oui, quand j'étais jeune. Quelle forme d'intimidation tu as vécu? Beaucoup par la parole, verbale, énormément. Est-ce que tu es allé chercher l'aide d'un adulte ou de quelqu'un à ce moment-là? Au début, non. Au primaire, non, pas vraiment. Puis au secondaire, j'en ai plus parlé. Puis c'est sûr que ça a aidé à régler les choses. Donc, tu as reçu l'aide que tu souhaitais à ce moment-là? Pas au complet. J'aurais aimé en avoir plus, là, mais oui, j'ai reçu de l'aide. Ça l'a aidé, oui, effectivement. Puis par la suite, j'ai réussi moi-même, en parlant avec les autres, à faire valoir mon point, puis ça a diminué énormément. Est-ce que les autres te font parfois sentir différente à cause de ton TDAH? C'est sûr que le regard des gens, oui, à l'occasion, ils nous le font sentir qu'on bouge trop pour eux ou qu'on parle trop pour eux, là. Oui, c'est sûr et certain. Mais en général, les gens apprennent à nous accepter comme on est en vieillissant. Puis, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là pour te faire sentir différent? Souvent, c'est les regards. C'est ça qui est plus dur à accepter, les regards des autres. Oui. Peut-on se demander si les jeunes que j'ai rencontrés souffrent davantage d'intimidation que de TDAH? Les enfants obtiennent-ils trop facilement un diagnostic de nature psychologique justement dès que leur comportement sortent des normes? Je crois qu'il y a une volonté de beaucoup d'intervenants d'essayer de dépister quels sont les enfants qui sont plus à risque, quels sont les enfants qui ont plus de demandes ou qui ont plus de besoins pour pouvoir les accompagner à grandir et devenir matures progressivement. L'aspect problématique, c'est bien souvent la croyance qu'on ne peut rien faire d'autre que... Par exemple, le terme « c'est neurologique ». C'est parce que tout est neurologique. Je suis en train de parler, c'est neurologique, mes mains bougent, c'est neurologique, je vous regarde, c'est neurologique, je vous écoute, c'est neurologique. J'aime, c'est neurologique. Donc à quel moment le neurologique devient
normal, comment dire, anormal ou pathologique ou autre, c'est ça qui est quelque chose de très très difficile à cerner, premièrement, et c'est là qu'on revient avec la problématique des mœurs. Et bien souvent, on va utiliser ce terme de c'est neurologique pour faire croire aux parents, pour faire croire aux intervenants qu'il n'y a rien d'autre comme forme d'intervention que la médication. Est-ce que nos enfants sont plus malades qu'avant ou si c'est l'enfance elle-même qui est en train de devenir une maladie? Je pense que c'est comme la vieillesse, on est en train de pathologiser toute une série de situations qui sont tout à fait normales et plutôt d'intervenir avec humanité, on intervient uniquement avec des médicaments. Alors on s'entend qu'il y a des maladies qui ont vraiment besoin d'un support pharmacologique, mais dans la plupart des cas pour lesquels les enfants se retrouvent médicamentés, nous aurions pu intervenir d'un point de vue éducatif et thérapeutique. Et le recours à la médication, ça traduit bien souvent l'incapacité de l'adulte à trouver la meilleure manière d'intervenir qu'un problème neurologique grave pour lequel l'enfant devrait recevoir un diagnostic et une pathologie en question. La deuxième chose, faut pas oublier que les médicaments qui jouent dans notre cerveau, à une exception près, les vrais de vrais dépressifs, à une exception près, ils ne guérissent pas la personne. Ils vont normaliser le comportement. Par contre, ce qui contribue à une guérison, c'est le travail thérapeutique ou le travail éducatif qu'on va faire avec cette personne-là. Croyez-vous qu'on devrait suivre l'exemple de la Finlande et offrir des cours de réhabilitation psychosociale aux enfants TDAH et à leurs familles? Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que la Finlande. Regardons une étude qui est sortie l'été dernier, en 2013, où on a comparé 16 000 enfants pendant 15 ans entre l'Ontario et le Québec. Alors pourquoi l'Ontario et le Québec? Simplement parce que grâce à l'assurance médicaments au Québec, l'accessibilité au Ritalin et tous les médicaments compétiteurs est très très facile. Alors qu'en Ontario, il n'y a pas d'assurance médicaments aussi développée et le coût des médicaments devient très cher pour une famille. Bref, si on regarde qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là, on se rend compte en fait que la solution du Ritalin, une solution pharmacologique, permet peut-être d'effacer certains symptômes pendant quelques mois, mais en bout de ligne, ça ne permet pas d'aider la personne à long terme. Même à moyen terme, on se retrouve avec des problèmes. On se rend compte, donc en comparant les petits-enfants en Ontario et les petits-enfants au Québec, qu'il y a beaucoup plus de problèmes psychologiques qui apparaissent chez les Québécois. Il y a beaucoup plus de marginalisation, il y a beaucoup plus de prise de drogue, et tout simplement parce que de nouveau, le médicament ne guérit pas, le médicament va simplement normaliser un comportement. Alors que quand on investirait d'ailleurs la même somme qu'en Ontario au Québec, ou la même somme au Québec que ce qu'on met dans le médicament, si on investissait dans des solutions psychosociales, dans des programmes qui viendraient accompagner dans les écoles et dans les CSC les familles et les professeurs, on se retrouverait probablement avec beaucoup plus de réussite à moyen et à long terme. 2 études récentes ont démontré qu'un manque de maturité pouvait être interprété dans certains cas comme un symptôme d'un trouble neurocomportemental du TDAH. Par exemple, chez des enfants nés en août ou en septembre, on pourrait observer un manque de maturité. Que pensez-vous de cette hypothèse? En fait, c'est encore pire. Je dirais que 60% des enfants médicamentés au Québec et aux États-Unis sont nés en juillet, en août et en septembre. Ça veut dire que les enfants qui sont les plus jeunes de la classe, et donc automatiquement, c'est certain qu'il y a une différence par rapport aux autres enfants. Et quand on regarde ce qui se passe en Colombie-Britannique, c'est octobre, novembre, décembre. Pourquoi? Parce que l'âge de transition pour passer d'une classe à l'autre, c'est le 1er janvier. Donc les 3 mois les plus jeunes, c'est les mois de l'automne. Donc, oui, bien souvent, c'est simplement que l'enfant a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir maturer. La nouvelle Bible des maladies mentales, le DSM-5, est parue en 2013. Les changements apportés à l'ouvrage sont contestés par de nombreux spécialistes qui estiment qu'on identifie en fait des pathologies sans fondement scientifique. Est-ce qu'on est en train de fabriquer des maladies mentales? Il faut comprendre en fait que ça a toujours été le cas depuis une vingtaine d'années. Au départ, le DSM, c'était un outil pour les chercheurs
pour pouvoir arriver à communiquer entre eux. Dans le sens que si je parle de telle maladie, c'est quoi les critères? Et qu'un chercheur qui est à Bruxelles, qui est à Montréal ou qui est à Miami puisse arriver à parler le même langage et décrire des différentes facettes des phénomènes qui sont étudiés. C'est à partir du DSM-3 que l'influence de la médication et l'influence des compagnies pharmaceutiques s'est avérée beaucoup plus importante. Et puis, si je reviens par rapport à votre question sur la fabrication des maladies, oui, les compagnies pharmaceutiques sont actuellement virtuellement en faillite, dans le sens qu'elles ne créent plus des nouveaux médicaments qui vont être des gros vendeurs. Donc, ils perdent de plus en plus de l'argent et ils ont deux possibilités. Ou bien ils fusionnent entre eux pour pouvoir essayer de grossir et de réduire en fait les charges sociales et les coûts d'investissement pour les médicaments, ou bien ils élargissent tout simplement le nombre de personnes qui pourraient recevoir des médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Il y a tout ça, en l'occurrence, le fait qu'on oublie de traiter les véritables maladies mentales. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est trop axé sur des symptômes qu'on rencontre très facilement, c'est trop facile de se tromper. Or, quand on n'a pas identifié les causes d'un problème, la direction thérapeutique va être quoi? Va être effacer les symptômes. Si j'efface les symptômes, je ne m'adresse peut-être pas à la bonne cause du problème de la personne. Par exemple, des enfants qui mangent, ou même ce serait la même chose des adultes, mais c'est encore plus criant pour des enfants. Des enfants qui malheureusement ne mangent pas santé. Ils vont bien souvent prendre un Coca-Cola, prendre un Red Bull, prendre de la nourriture dont le taux glycémique est très élevé. Et donc, dans leur corps, il va y avoir une triple réaction. La première, c'est que le taux glycémique va augmenter très fort dans le sang. Donc, ça va créer un sentiment de malaise parce qu'il y a une glycémie trop élevée. Et le pancréas va libérer de l'insuline pour pouvoir arriver à diminuer ce taux de glycémie. Bien souvent, l'insuline est libérée en trop grande quantité. Donc, la personne va se retrouver avec un taux de glycémie dans son sang qui est inférieur par rapport à ses besoins, qui va créer aussi toute une série de symptômes de malaise, de mal-être, et que ce soit une hyperglycémie ou une hypoglycémie, dans ces cas-là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du TDAH. L'impulsivité. Exactement, l'impulsivité, l'incapacité de pouvoir arriver à se concentrer, l'envie de bouger, partir ailleurs, tourner en rond. C'est tout le mal-être physique qui est ressenti par la personne et qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Certains enfants souffrent d'un véritable problème neurologique, mais divers facteurs comme l'alimentation peuvent parfois brouiller les pistes. Les dérivés pétrochimiques sont à l'origine de plusieurs colorants alimentaires. On note pour certains d'entre eux des effets secondaires importants. Une récente étude a conclu que l'exposition à 4 colorants associés au benzoate de sodium entraîne une augmentation de l'hyperactivité chez les enfants. L'additif alimentaire et les colorants visés par cette étude se retrouvent dans de nombreux produits, tels que les boissons sucrées, les friandises et les aliments préparés. J'ai ensuite rencontré des parents dont l'enfant a été exclu de l'école parce que ceux-ci refusaient de médicamenter leur fils. L'école soutenait que l'enfant devait être traité pour un TDAH, même si 2 évaluations neurologiques ont prouvé le contraire. Les parents affirment que leur fils souffre d'intimidation et que l'école préfère nier le problème. Ils ont été contraints de garder l'anonymat parce que cette histoire a déjà grandement affecté leur vie et qu'ils souhaitent pouvoir tirer un trait sur ce dossier le plus rapidement possible. Il s'était retrouvé par terre avec d'autres enfants qui lui donnaient des coups de pied tous en même temps, en lui criant Français de France. Moi j'appelle ça lyncher. Donc quand on a connaissance de ça, l'école agit avec les parents comme si elle réglait tout le problème, il n'y a plus de problème, voilà, c'est réglé. Puis nous, à ce stade-là, on ne prend pas encore conscience qu'ils vivent de l'intimidation. On a tendance à se dire, bon, bah, c'est un conflit, c'est réglé. L'école a réglé la chose, c'est un conflit, bon, voilà, ça va aller mieux. Parce qu'ils ont décidé qu'il avait un trouble, et donc il ne peut pas en être autrement. Alors ça va jusqu'aux manipulations et aux magouilles pour, de toute façon, coûte que coûte, aboutir à la conclusion qu'il a un trouble de comportement et que donc seront développés pour lui les services correspondant au trouble du comportement en question, même si tout ça est complètement erroné. Il avait d'abord été suspendu parce que nous n'avions pas été en mesure
de fixer une date de rencontre dans les 24 heures. Les 24 heures que la commission scolaire nous avait laissées. Un ultimatum. Que si nous ne donnions pas une date de rencontre dans ces 24 heures, notre enfant serait suspendu. Il a été suspendu parce qu'on n'a pas été en mesure de le faire dans les 24 heures. Et donc 2 jours après, ou 3, je ne sais plus, il nous envoie une offre de service qui nous propose des évaluations cognitives, affectives, etc. Et que si on refuse ces évaluations-là, il n'a pas le droit de réintégrer l'école. On avait décidé de le faire à l'indépendant et puis ils étaient au courant de ça au moment où ils nous ont envoyé la demande de rendez-vous dans les 24 heures. Okay. Donc la suspension est venue par la suite, mais ils savaient qu'on était prêt à évaluer notre enfant de façon indépendante. Donc un enfant se retrouve privé de son école parce que nous refusons de le faire évaluer selon leurs recommandations. Donc là, il y a comme une frontière qui n'existe plus entre le monde scolaire et le monde de la santé. Et puis, entre-temps, notre fils nous avait révélé une intimidation lourde qu'il vivait à l'école. Donc, ils en avaient connaissance aussi avant de nous envoyer cette offre de service et cette lettre. On avait 24 heures pour donner une date de rendez-vous. Il décrit que pendant 2 mois et demi, quasiment tous les jours, il se fait tordre le bras en arrière du dos en se faisant menacer, je vais te péter la gueule. Bon. Ça se passe pendant 2 mois et demi, quasiment tous les jours. On parle bien d'intimidation. Il n'y a pas d'ambiguïté, je pense. Et c'est comme si ça dérangeait vraiment. Vraiment. Parce qu'on n'avait pas de retour par rapport à ça. C'est venu après, en janvier, où la direction de l'école prétendait faire tout ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Puis nous, il y avait des signes et des éléments qui nous montraient que ça continuait. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous font ce coup-là, pour le mettre en dehors de l'école. Comme si c'était ça le moyen pour régler l'intimidation, finalement, c'est de mettre l'enfant intimidé en dehors de l'école, qui manifeste des réactions à ça, donc des mauvais comportements. Et il n'y a que ça qui compte, les mauvais comportements, donc dehors. Et forcément, c'est l'enfant intimidé qui va avoir tendance à développer plus des mauvais comportements, puisque c'est lui qui se sent mal. On considère, nous, qu'un enfant qui intimide d'autres enfants, c'est avant tout un enfant qui est en souffrance, lui aussi. Donc on n'est pas du genre à aller déposer une plainte contre un enfant, par exemple. Ce qu'on n'a jamais fait, alors que beaucoup de gens n'hésitent pas à faire ça. Ce qui ne peut pas arranger le problème. Je vois pas comment on peut arranger une situation en déposant une plainte contre un enfant. C'est une question de principe. L'enfant roi, bien sûr, c'est un phénomène qui existe, mais il faut pas tout mettre dans le même sac. C'est ce qu'on a toujours tendance à faire, tout le monde. On dirait que tout fonctionne par le moule, quel que soit le sujet. Il faut toujours mettre les choses dans un grand sac. Pour quelle raison avez-vous refusé de soumettre votre fils à l'évaluation qui était offerte par l'école? Alors, il y a les raisons générales d'abord, parce que nous, on sait que les tests qui sont utilisés, puis même les mentalités dominantes, vont vers le diagnostic facile d'un trouble de comportement, parce que les comportements sont lus uniquement comme étant des symptômes d'un trouble. Donc, le diagnostic erroné, c'est ce qui domine, finalement. Ça, c'est la première raison. Ensuite, on sait aussi que ceux qui refusent une prescription d'un psychotrope comme le Ritalin, quand c'est le cas, les gens qui refusent subissent des pressions très fortes, et même dans le temps, là, incessantes. C'est de l'intimidation institutionnalisée. Ça, c'est d'un point de vue général, puis d'un point de vue vraiment personnel. Depuis le début de cette histoire, le personnel scolaire lui-même affiche très clairement, au sujet de notre enfant, son pronostic d'un trouble comportement. C'est clair dans leur tête, il n'y a pas d'ambiguïté, alors que l'enfant n'est même pas évalué. Un cadre de commission scolaire qui nous dit « Votre enfant est probablement TDAH », une direction d'école qui nous dit « Votre enfant nous montre un trouble de comportement », un enseignant qui nous incite directement à la médication, en des termes que j'ai notés en rentrant à la maison, parce que c'est moi qui avais rencontré l'enseignant. Il a dit précisément « Nous n'avons pas les moyens de chercher d'autres moyens. La médication est à notre disposition. Avec ça, les enfants fonctionnent, vous devriez y songer. » Pour moi, là, pour nous, cette phrase, elle est centrale, parce qu'elle montre exactement, elle est au cœur du problème. L'enfant du couple a été scolarisé à domicile durant le conflit, mais il a pu réintégrer l'école depuis. Toutefois, les parents estiment qu'ils sont toujours victimes d'ostracisme de la part de l'école. Ils espèrent toujours que leur fils puisse bénéficier de services éducatifs adaptés dans un avenir rapproché.
Depuis quelques mois, ma fille n'est plus victime d'intimidation. L'école a cessé de nous faire subir des pressions concernant la médication. On ne parle plus de TDAH. Et si les problèmes de comportement de nos enfants traduisaient en fait un mal-d'être que l'on refuse de considérer? Et si c'était nous, au fond, le problème? Notre recherche de l'enfant idéal, le moule trop étroit, dans lequel on voudrait tous leur tailler une place.